Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Amoureux du sport, ne bougez pas de votre téléviseur, cette émission est pour vous. On est parti. Et avant de parler de la Coupe de France, la Fédération française de football vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec le sélectionneur Didier Deschamps pour étendre son contrat jusqu'en 2018. Il s'occupera donc des Bleus jusqu'à la Coupe du Monde de 2018 qui aura lieu, je vous le rappelle, en Russie. Place au jeu maintenant avec les huitièmes de finale de la Coupe de France, cette compétition si spéciale et qui plaît tant. Elle oppose, je vous le rappelle, les petits clubs à des grosses cylindrées. Regardez les résultats, la hiérarchie a été respectée cette fois-ci. Le Paris Saint-Germain s'impose sans trembler au Parc des Princes, une victoire de but à 0 face à Nantes avec des réalisations de Cavani et Cabaye. Monaco se qualifie également au détriment de Rennes. Les joueurs du Rocher éliminent les Bretons 3-1. Enfin, Guingamp élimine le petit club 10h 3-1 après prolongation. Mardi, Bologne s'est qualifié face à Quevilly. Auxerre a battu le Poiré survit au tir au but, de même pour Concarneau face à Lacroix. Enfin, le Red Star s'est bien battu, mais a cédé face à Saint-Etienne 2-1. Et ce soir, Metz reçoit Brest. Et puis direction le sud avec la Coupe du Roi en Espagne, demi-finale aller avec les deux clubs barcelonais engagés. Le Barça a reçu à domicile Villarreal pour un match qui a tenu toutes ses promesses, comme nous le raconte Mathieu Topman. Regardez. 10 jours après avoir battu Villarreal en championnat, le Barça a retrouvé le sous-marin jaune au Camp Nou pour la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Fidèles à leur principe ultra-offensif, les Catalans ouvrent le score. Un superbe débordement de Suarez qui délivre une passe millimétrée pour Messi. L'Argentin n'a plus qu'à ajuster le portier adverse. De retour des vestiaires, Villarreal est plus entreprenant. Et sur une mauvaise relance de Suarez, Trigueros récupère la balle aux 30 mètres, il se met en position de frappe et déclenche un missile surpuissant. Sur le ralenti, on voit tout de même que le gardien commet une erreur. Mais Barcelone n'est pas du genre à se laisser impressionner et fait le siège de la défense adverse. Après une partie de billard dans la surface, Iniesta redonne l'avantage à son équipe. Cette année, le Barça veut tout gagner et ne compte pas laisser la Coupe du Roi de côté. Et justement, c'est sur corner que les Catalans vont prendre un avantage définitif. Messi est à la baguette, Gérard Piqué se démarque et trompe le gardien de près. Les hommes de Luis Enrique peuvent même enfoncer le clou. L'arbitre accorde un pénalty généreux pour une faute de main. Le Brésilien Neymar veut participer à la fête, mais son tir est arrêté par Asenjo. Le Barça s'impose 3-1 et devra se méfier de Villarreal le 4 mars prochain pour le match retour. Et dans l'autre demi-finale de la Coupe du Roi, l'Athletic Bilbao a reçu l'Espagnol Barcelone avec comme toujours beaucoup d'ambiance et beaucoup de spectacle. Regardez l'ouverture du score d'Aduriz. Elle est sublime et pleine de sang-froid. C'est donc Bilbao qui mène au score. Regardez le ralenti. Un très beau but. Et si vous aimez le premier but, l'égalisation va vous régaler. Sanchez Mata déclenche une frappe sublime en pleine lucarne. Allez, juste pour le plaisir, on va revoir le ralenti. Les deux équipes se séparent sur un match nul, 1-1. Football anglais maintenant avec la 25e journée de Premier League. Chelsea s'impose in extremis, 1-0 sur Everton. Manchester City bat Stoke City, 4-1. Manchester United bat Burnley, 3-1 et récupère la 3e place du championnat. Enfin mardi, Liverpool a battu Tottenham, 3-2 alors qu'Arsenal a gagné contre Leicester, 2-1. Le football britannique règne sur l'Europe. Ses droits TV atteignent des montants records. Pour 3 ans, près de 7 milliards d'euros sont encaissés. 70% rentrent dans la poche des clubs. Une croissance exponentielle qui relègue les autres championnats loin derrière, en particulier la Ligue 1 française et la Bundesliga allemande. Les clubs anglais n'ont pas fini de rayonner à l'étranger grâce à des retransmissions qui traversent allègrement les frontières de l'Europe. Une aubaine, non seulement du point de vue financier, mais aussi en matière de notoriété. Le reportage tout de suite de Lise Parenbeau. Jackpot pour les clubs de football anglais. La Première Ligue assoit son statut de championnat le plus cher du monde. Ses droits TV ont été achetés près de 7 milliards d'euros pour une durée de 3 ans, soit 14 millions d'euros par match. Pour les 3 prochaines saisons, après des ventes transparentes et surveillées, la valeur des droits télévisuels sera de 5 milliards 600 millions de livres sterling. L'opérateur historique Sky et l'ambitieux BT se partageront le championnat. beIN Sport et Discovery n'ont pas réussi à s'immiscer dans la course. À partir de mai 2017, le dernier de la Première Ligue touchera 136 millions d'euros de droits TV. Le champion obtiendra quant à lui 210 millions d'euros.
Après une première explosion de 77% il y a 3 ans, les droits grimpent encore de 70% aujourd'hui. Bien qu'il reste encore une marge de négociation, je pense que les prix seront payés. Au final, ces matchs ne sont pas seulement consommés par les Anglais ou même les Européens. C'est un vrai produit mondialisé avec des scores d'audience très hauts en Asie également. Les autres ligues européennes sont à la traîne. La Première Ligue représente 3 fois le montant des droits de la Ligue 1 française, qui culmine à presque 750 millions d'euros, quasiment au même niveau que la Liga espagnole. La Bundesliga est loin derrière, avec 675 millions d'euros. Seule la Serie A italienne se rapproche du Royaume-Uni avec 960 millions d'euros de droits TV. Nos clubs doivent rivaliser avec des équipes comme le Real Madrid ou Barcelone. Je n'ai pas besoin de citer les chiffres. Vous le savez vous-même, les revenus télé de chacune de ces équipes dépassent largement les nôtres. Par conséquent, nos meilleurs clubs vont se rapprocher des meilleurs d'Europe. Au niveau des clubs, ce sont les 2 premiers espagnols qui arrivent en tête devant plusieurs écuries anglaises comme Liverpool, Chelsea ou Manchester City, tandis que le PSG n'arrive qu'en 30e position. Il rapporte presque 2 fois moins que Cardiff, dernier du championnat anglais. La domination du football anglais n'est pas prête de s'estomper. Ils sont nombreux à quitter les terrains pour rejoindre les rangs de l'État islamique, des sportifs, souvent des footballeurs en perdition qui préfèrent arrêter leur carrière pleine de promesses. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le destin d'un de ces footballeurs, un ancien gardien de but syrien qui a basculé dans la politique lors de la rébellion syrienne. Sa radicalisation l'a conduit à devenir une figure reconnue de Daesh. Regardez. À 19 ans, Abdelbassé Sarout était un simple gardien de but syrien, promis à une belle carrière sportive. Sa renommée fait de lui une icône de la révolution syrienne quand il décide de rejoindre les rangs du front anti-Bachar al-Assad en mars 2011. À coups de chant, le jeune leader entraîne les manifestants pacifistes d'Homs tous les vendredis. En 2013, son combat prend un tour plus radical. L'armée syrienne libre s'oppose alors à l'État islamique en Syrie. Si on voulait un État islamique, ce serait un État islamique d'ici, en Syrie, fondé par les Syriens. Nous sommes contre le fait d'apporter ici l'État islamique en Syrie et en Irak pour devenir un État où les militants peuvent se comporter à leur guise. Sarout rejoint l'organisation terroriste et quitte les rebelles syriens. La ville de Homs est alors sur le point de rendre les armes. Au nom des habitants de Homs, nous demandons aux membres de la coalition nationale syrienne, à l'état-major de l'armée syrienne libre, aux pays membres du Conseil de coopération du Golfe de fournir aux combattants sur le front de Homs et dans toute la Syrie des armes sophistiquées pour repousser l'agression du régime d'Assad. En mai 2014, l'ex-sportif est anéanti par l'accord passé entre les 2000 rebelles syriens assiégés à Homs et les troupes du régime en place. Il rejoint Al-Qaïda, puis passe à l'État islamique, une organisation dont les méfaits dépassent les frontières de la Syrie aujourd'hui. Daesh, comme il est communément appelé dans le monde arabe, n'est pas simplement un problème syrien, ce n'est pas un problème irakien. Daesh est un problème mondial et il demande une réponse coordonnée, globale et durable. Une radicalisation qui fait de lui un véritable chef de guerre. Plusieurs fois blessé, lance-roquettes à la main, il annonce sur les réseaux sociaux qu'il veut mourir en martyr. Des propos en accord avec les principes de l'État islamique. En quelques années, on est passé d'une start-up du terrorisme qui contrôlait peut-être une petite région de Mossoul avec quelques milliers de soldats à une organisation qui aujourd'hui contrôle un territoire grand comme la moitié de la France, avec un revenu qui se chiffre en centaines de millions de dollars et avec une armée de 40 000 hommes, une véritable armée privée qui est capable de mener une guerre contre d'autres armées. Sur la page Facebook de Sarout, des images d'enfants et de civils morts pullulent. Celui qui était promis à la gloire sportive ambitionne désormais l'auréole djihadiste. Et je vous propose à présent de feuilleter la presse si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive. Cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté, c'est la charmante Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie, on se retrouve après. On démarre cette revue de presse avec l'hommage du Figaro à Hervé Renard. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire, surnommé le Sorcier Blanc, a remporté la CAN avec ses joueurs. C'est la deuxième fois que ça lui arrive au cours de sa carrière, lui qui a déjà gagné ce tournoi avec la Zambie en 2012. À 46 ans, il devient le premier sélectionneur à avoir soulevé le trophée avec 2 nations différentes. Et pourtant, il reste très modeste. Écoutez-le. C'est tout, il faut simplement que le football
Celui qui est entraîneur, c'est pas un magicien, c'est quelqu'un qui travaille avec son staff, qui met des choses en place. Les choses qu'on met en place, c'est pas en allant au bout d'une semaine au Cameroun qu'elles peuvent être parfaites, loin de là, parce que c'était même catastrophique. Donc au moins on voit le chemin qu'on a parcouru et on a réussi à le parcourir en très peu de temps. C'est grâce aussi à la qualité des joueurs. 23 ans après leur dernier titre africain, les Ivoiriens ont défait le Ghana et ils ont été accueillis à Abidjan dans la liesse. Pour Renard, c'est le point d'orgue d'une carrière qu'il a menée de Draguignan à Shanghai en passant par Alger et Sochaux. Et vous allez voir que tous ont été conquis par ce Mourinho à la française, même les plus grandes stars. Écoutez. C'est Alpha Blondy. Je voudrais dire un bravo, 1000 bravos aux éléphants. Vous avez été excellent. Vous avez été sublime. Notre cœur battait. On a eu peur. Mais vous avez effacé nos peurs. Et puis on n'arrête plus le Qatar. D'après le Parisien, l'Émirat compte bien continuer à organiser des événements sportifs internationaux. Malgré sa candidature controversée au Mondial 2022 pour lequel il a été désigné par la FIFA, le Qatar va poursuivre ses efforts et en 2024, il pourrait bien affronter Paris. Une concurrence que ne craint pas l'Émirat qui voit loin. Écoutez. Le sport est un des piliers de notre vision 2030 et il continuera de l'être. C'est pour cela que nous investissons dans le sport, dans les infrastructures sportives et nous pensons, nous au Qatar, que c'est le meilleur moyen d'investissement. D'ici là, le Qatar accueillera les mondiaux d'athlétisme 2019 et même peut-être des matchs de première ligue anglaise. Et il y en a un autre qui est inarrêtable, c'est David Beckham. Selon l'équipe, il vient de lancer un partenariat avec UNICEF. Il s'agit d'un fonds pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés dans le monde. Le projet est baptisé Seven, comme le numéro qu'il portait lorsqu'il jouait à Manchester United. Ces 4 enfants seront associés à ce projet. L'ancien international anglais fête cette année son 10e anniversaire en tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF et il est fier de tenir ce rôle. Écoutez-le. Quand les gens se tournent vers moi pour me demander qu'est-ce qui est génial dans le fait d'être David Beckham, c'est exactement cela. Je peux aider les gens, je peux aider les enfants, je peux aider l'UNICEF à protéger les gens dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle nous faisons cela. Et puis, comme souvent, la presse parle de Zlatan cette semaine. Le Buzz Eurosport nous apprend que le Suédois a enfin obtenu sa statue de cire au musée Grévin. Le buteur du PSG a pris la pose à côté de son double et il avait l'air assez content à la vision de ce nouvel hommage à sa gloire. Écoutez-le. C'est génial, c'est génial. Je l'ai dit de nombreuses fois, je suis fier et heureux. On a commencé il y a 1 an et voilà le résultat aujourd'hui. Je suis très heureux du résultat. Espérons que cette statue ne donne pas à Zlatan une tête plus grosse qu'elle ne l'est déjà. À la semaine prochaine. La NBA prend ses quartiers à New York ce week-end entre Madison Square Garden et le Barclays Center. Les meilleurs joueurs de la saison se retrouvent pour les All-Stars. Une tradition aux États-Unis. Les meilleurs joueurs du monde sont réunis pour vous en mettre plein la vue. Des rencontres de légende, des concours d'adresse et de puissance. Mathieu Topman vous en dit plus. C'est ce week-end, la 64e édition des NBA All-Stars a lieu à New York et sera accueillie par les 2 équipes de la Big Apple, les Knicks et les Brooklyn Nets. Comme à leur habitude, les plus grandes stars du ballon orange seront au rendez-vous. LeBron James, Carmelo Anthony, Kyrie Irving. L'équipe de l'Ouest n'est pas en reste. Le très talentueux Stephen Curry, Chris Paul ou bien encore le Frenchie Tony Parker. Une rencontre entre les équipes Est et Ouest qui ne sert que d'apéritif avant le concours de lancer à 3 points, le Celebrity All-Star Game qui regroupe d'anciennes stars et surtout le concours de dunk. Les fans attendent ça avec impatience, que ce soit à New York ou devant leur télévision. C'est un véritable show à l'américaine qui se prépare. Pour certains joueurs, les All-Stars, c'est presque une 2e maison. Tim Duncan y participe cette année pour la 15e fois de sa carrière. Il rejoint les légendes Shaquille O'Neal et Kevin Garnett. Seul Karim Abdul-Jabbar avec 19 sélections et Kobe Bryant avec 17 surpassent le trio.
Et justement, Kobe Bryant ne fera pas partie de la fête, tout comme Blake Griffin. Le Black Mamba a été opéré d'une blessure à l'épaule et sera absent jusqu'à la fin de la saison. Griffin, de son côté, est blessé au coude droit et doit se reposer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, les petits jeunes poussent. C'est le cas de Damian Lillard de Portland qui rejoint l'équipe de la Conférence Ouest. C'est la deuxième apparition de Lillard au All-Star, lui qui est l'un des piliers des Trail Blazers cette année. Alors que les playoffs se profilent à l'horizon et que les équipes sont sous pression pour se qualifier, le monde de la NBA s'offre un week-end de détente et de bonne humeur pour montrer tout l'étendue de son talent. Allez, c'est promis, il y aura des dunks, des stars et beaucoup de fun. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Restez avec nous.